Alors, le changement, moi je pense qu'il est inévitable, je l'ai déjà dit. Il y a des raisons. Enfin, en Algérie, on a un type de pouvoir archaïque. Je pense, c'est mon point de vue encore personnel, qu'il est tout aussi archaïque qu'au Maroc. Sans vouloir nécessairement toucher à la sacro-sainte conception de la royauté dans ce pays, mais bon, je pense que même un roi, dans le 21e siècle, ce n'est plus le Amir al-Mu'minin de Fès, d'il y a 13 siècles. Donc, il y a toute une série de similitudes qui montrent que le changement va venir, il est inévitable. Alors maintenant, on va me dire, mais enfin, c'est quoi les scénarios de changement? En fait, je les ai classés en deux groupes. On peut avoir soit une version radicale de ces changements. Bon, pour l'Algérie, c'est assez clair comment ça se passerait. C'est en fait une révolution populaire à la tunisienne ou enfin un remake d'octobre 88, en l'espérant non violent, soutenu sur des semaines, etc., qui va imposer un changement fondamental de la nature du régime. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas... au Maroc, bon, le changement radical, c'est l'abolition de la royauté. Donc, c'est ça le côté radical. Hein. Il y a aussi une version soft qui peut aussi se présenter, c'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait une contestation populaire et au sein des structures actuelles du régime, il se peut qu'il y ait qu'ils arrivent à une conclusion que, en fait, il n'y a pas mieux pour ce pays qu'une solution négociée. Donc, et quand je dis négocier, donc je parle de la négociation au sens politique, comme le comprennent des partenaires sur un pied d'égalité. Je ne parle pas de ce qui s'est passé en Algérie dans certaines périodes où en fait on faisait un décor pour montrer que c'est vraiment une négociation sur des bases de fond et puis surtout avec des choses palpables tout de suite après. Bon, je peux donner des exemples. Alors, on peut penser par exemple à un modèle portugais. Je ne vais pas encore faire l'histoire, je vous invite à le voir, peut-être certains l'ont vécu sur votre âge, où il y a eu en fait, l'armée a fait un coup d'État en s'engageant concrètement et de suite à remettre le pouvoir aux civils sur le champ. Donc, bon, je n'appelle pas ce modèle-là, je dis bien que ce sont des possibilités. Hein, donc, je suis par contre un farouche opposant du coup d'État parce que dans nos pays arabes, je pense que qui arrive au pouvoir par les armes, dans sa tête, il est structurellement formaté qu'il ne partira que par les armes. Ça, c'est la culture qui est chez nous. Donc, il faut que l'on casse ce processus. Ce processus, c'est que la société civile refuse le coup d'État, quel qu'il soit. Le Maroc, ça pourrait être vraiment aussi une pression populaire tellement forte qui pousserait le roi, en fait, à aller vers une véritable monarchie constitutionnelle, sur un exemple, par exemple, de l'Espagne. Ils sont voisins, ils ont des choses communes, où on aurait vraiment un souverain, un roi, mais un roi qui aurait son palais, il n'y a pas de problème, et son carrosse au nord, mais c'est fini. Donc, tout le reste, ça serait une démocratie qui fonctionnerait sur d'autres modèles. Encore une fois, on ne va pas réinventer la roue, il y a assez de modèles universels connus. C'est la fin un petit peu de ma présentation et moi par exemple j'ai un rêve, c'est que dans mon pays on arrive à des choses comme ça en utilisant des moyens comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment ça, c'est vraiment fort comme message. Donc il tire sur les soldats avec une baguette de pain, c'est-à-dire c'est vraiment le message est fort et arriver à cette communion, dire que voilà, c'est très expressif, ça montre qu'on doit viser à ça parce que si on n'a pas cette vision de ce que l'on veut atteindre, on risque malheureusement de se retrouver dans d'autres scénarios que bien sûr je ne pense pas que ni vous ni moi souhaitons atterrir là-dessus. J'espère que je n'ai pas fait trop long et puis marhaba bikoum pour ce débat. S'il y a des commentaires, des rectifications, des remises en cause totales, pas parisienne, hein, parce que là on va dire que c'est... S'il y a des questions, il y a le micro. Non, c'est pas un micro, juste pour que j'ai des personnes.
S'il n'y a pas de questions, c'est que la présentation était excellente. Hein? Ou bien le contraire, hein, tout le monde est... C'est normal. Ouais, c'est juste pour lui. C'est... Docteur Nasser Al-Arab, je suis beaucoup plus vieux que vous, je suis là depuis des années en France, mais je n'ai jamais coupé le cordon ombilical avec la Tunisie qui est mon pays et avec Sfax qui est ma ville natale. Mais j'ai appris une chose en France, c'est l'éclatement des frontières qui existent aujourd'hui dans le monde arabe et qui sont artificielles, faits pour diviser et pour régner. J'ai une observation concernant le changement qui a eu lieu dans le monde arabe. Je pense sincèrement que ce sont des soubresauts et un ras-le-bol contre d'abord la pauvreté, la misère et justement les choses qui sont indignes, qui sont insupportables et qui sont absolument pas faites par des gens qui n'ont jamais été élus dans ces pays-là. Je pense sincèrement qu'il y a un problème grave chez nous, c'est que nous n'avons pas du tout, depuis le XVIIe siècle, eu accès à la modernité. Pourquoi? Parce que autant quand on revoit l'histoire, notre histoire, on voit qu'entre le 8e et le 15e siècle, la majorité écrasante de tous les savants dans tous les domaines était d'expression arabe, qu'ils soient d'ailleurs juifs, musulmans, chrétiens, kurdes ou berbères. Et ça, c'est un fait très important. Pourquoi? Parce qu'une société, un peuple ne crée pas quelque chose d'endogène. C'est-à-dire, c'est le peuple qui fait les choses pour lui-même. Mais une constitution plaquée d'une autre culture, d'une autre religion, quoi qu'on en dise, dans un pays comme en France, on dit, et on n'arrête pas de répéter que c'est un pays laïque, alors que toutes les fêtes religieuses y sont fêtées, alors que des gens éminents du gouvernement rappellent toujours contre l'entrée de la Turquie en Europe que, en fait, il ne faut pas oublier que la France est un pays chrétien. D'accord? Donc, ceux qui veulent absolument avoir une idée universelle, l'universalité, il faut qu'elle soit partagée, absolument, non pas du tout d'un seul côté. Et jusqu'à aujourd'hui, l'universalité, je ne la vois que de notre part. Bon, alors, moi, ça m'est égal de parler le français ou l'anglais, mais je voudrais aussi avoir affaire à des Français qui parlent ma langue. Et à partir du moment où elles parlent ma langue, qu'importe que ce dialogue soit dans telle ou telle langue. Bon. Le problème pour nous, c'est pourquoi en fait il y a un échec de la constitution d'un gouvernement moderne, d'un État moderne. La Turquie, malheureusement, même si tout le monde en parle, c'est un échec total. Pourquoi? Parce qu'il faut aller en Turquie et voir ce qui se passe en Turquie. C'est un modèle qui a été importé, imposé par Atatürk. Et donc, Bourguiba a fait exactement la même chose. Et donc, quand j'entends parler d'une constitution plaquée, ça ne peut pas marcher. Je suis médecin. Moi, mon rapport avec le malade français est totalement différent avec le malade tunisien ou algérien ou marocain. Parce que la souffrance est différente, parce que la culture est différente. Nous devons absolument accéder d'abord à l'alphabétisme généralisé et à la connaissance. C'est-à-dire, le problème de la connaissance, c'est à partir du moment où nous connaissons nous-mêmes, on peut connaître l'autre. Et la connaissance exige l'excellence.
l'excellence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait à qui on a affaire, par exemple dans le conflit palestinien avec l'État sioniste, c'est absolument invraisemblable. Je veux dire que nous ne connaissons pas du tout notre ennemi. Et notre ennemi, qui est basé sur une idéologie proprement occidentale, continue à nous bercer de telle sorte qu'on va croire que absolument leur pays, c'est le pays du autour. Et que de toute façon, les Palestiniens n'ont rien à faire ici. Et tout le monde commence à croire. À partir du moment où on va aux sources, nous allons voir qu'en fait, ces balivernes, ces histoires sont là pour justement nous mettre toujours en bas de la société et du monde. Donc moi je pense que nous avons beaucoup de travail à faire. Ce travail, c'est d'abord parce que ces générations, depuis, entre guillemets, l'indépendance depuis les années 50, nous n'avons pas formé de l'excellence. Je veux dire, il faut voir que toute notre intelligentsia est partie. Elle est dehors. Elle n'est pas du tout à rester aux frontières, dans nos frontières. Et c'est pour ça que je pense que nous avons beaucoup de travail à faire. Il faudrait compter sur nous-mêmes pour absolument faire tout pour nous unir. Et ce moment de la révolution, entre guillemets, qui est arrivé, a démontré que nous avons toutes les possibilités de nous unir et de faire éclater les frontières qui, demain, vont pouvoir nous donner cette force sur la scène internationale. Merci. Merci. Des questions un petit peu abrégées comme ça et on va le temps de... Bonjour à tous. Juste une question par rapport au notre système qui est structuré et qui ne relève pas des hommes. Et vous avez dit que le plus important ou le plus nuisible, ce n'est pas les hommes, mais c'est la structure du système. Mais est-ce qu'un système n'est pas un état d'esprit qui est reflété ou qui est concrétisé? Est-ce qu'il n'est pas l'imagination d'une certaine génération, d'un certain état d'esprit de dictateurs qui nous gouvernent, qui sont en place depuis 50 ans, pour que le système puisse se traduire ainsi? Pourquoi ça serait le système et non pas les hommes qui l'imaginent? Bon, déjà, s'il y a des gens qui veulent répondre, enfin, je ne veux pas aussi trop monopoliser la parole, mais enfin, c'est sûr que le système tel que je le décris en des termes très, très clairs. Hein. Donc, par exemple, quand j'ai mis l'accent sur cet aspect du contrôle démocratique des forces armées, c'est ce à quoi je fais allusion. Donc, tout système, tout pouvoir est quelque part lié à des personnalités qui l'incarnent, hein, donc ça c'est clair. Chadli président, ce n'est pas la même façon de voir comme Bouteflika, etc. Mais toujours est-il que le fond de ce qu'on appelle le système n'a pas changé. Bien sûr, il a des raisons historiques connues. C'est un petit peu ce sont les rémanents de la guerre de libération nationale qui a été tranchée de cette façon-là. Donc c'est c'est la prise de pouvoir pendant l'été 62, et c'est cet même esprit qui continue à gérer, donc un mélange d'état policier, d'état paternaliste aussi. Parce qu'il ne faut pas croire que ces gens-là sont là juste pour... c'est pas des dictateurs qui sont venus par un coup d'état dans un pays stable, c'est pas un Pinochet, c'est des gens qui sont dictateurs, c'est clair, dans le comportement, mais aussi dans l'attitude d'avoir ce paternalisme de si nous on lâche, il n'y a plus d'Algérie, c'est pas possible. Hein, donc, et il y en a qui le pensent sincèrement, je dirais. Hein, donc il faut le reconnaître ceci. Mais toujours est-il, moi je pense que c'est le point de rupture, le point d'inflexion sera en Algérie le jour où on a des structures, des institutions contrôlables qui pourront dire que le peuple, à travers ce mécanisme-là, peut décider du budget de la défense, peut, à travers ses représentants, nommer un ministre de la Défense, peut demander à ce qu'il y ait un audit des services de sécurité, etc. Donc, tant qu'on n'a pas des choses palpables dans ce genre-là, ça se passe dans le sens inverse. C'est-à-dire que le capitaine du DRS peut se permettre de téléphoner au juge d'Oran pour lui dire tu vas prendre l'ancien ministre ou tel opposant, tu le mets en prison, il va s'exécuter.
Et là, on ne peut pas avoir d'état de droit dans que ce soit à juste titre ou à tort, parce qu'il y a même des gens qui disent le DRS enquête sur la corruption et il va arrêter. Mais enfin, il faut qu'il y ait une justice qui fonctionne, parce qu'autrement, ce n'est plus de la justice, ce sont des règlements de compte avec toute la bonne volonté que l'on puisse avoir. Donc, merci beaucoup pour l'exposé. Excusez-moi, je vais juste changer la cassette. Et ça, c'est ton problème. Ouais. Tu n'auras pas le son, tu n'auras pas le bon son. Avec le son, c'est bon. Merci pour l'exposé. Il y a une grande partie qui est descriptive et à laquelle on ne peut qu'adhérer, effectivement. Il y a aussi cette intention pacifique qui est vraiment indispensable, cette non-violence, parce que envisager les choses comme une violence ne semble pas donner tellement d'espoir. Nous risquons seulement de créer un autre passif que d'autres voulant régler à leur tour par la violence. Et il est nécessaire. Tout cela nous invite, à mon avis, à voir un peu que notre problème, c'est un problème d'élite, entre guillemets, un problème de pensée. Nous n'avons pas pris l'habitude de penser les problèmes avant qu'ils viennent, même si, dans ce cas-là, nous sommes effectivement enfin en train, avant d'entreprendre une action, de la penser. Nous avons toujours envie d'agir, mais sans réfléchir. Parce que ces dictateurs d'aujourd'hui, eux-mêmes, sont issus à l'origine d'un système qui voulait la liberté. N'oublions pas que c'était à cela qu'on aspirait en 62. Et lorsque les Ben Bella et la FIF, tout cela, ont fini par créer ce type de gouvernement, ces 50 ans que nous avons passés dans l'attente, nous-mêmes qui sommes l'opposition passive, active ou tout simplement intellectuelle, nous voyons bien que le problème existe des deux côtés. Il y a un pouvoir en place qui est là, et un contre-pouvoir qui n'est pas organisé, qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est-à-dire que nous aussi, nous devons préparer d'abord intellectuellement les choses, produire une pensée politique. On n'a jamais produit ce type de pensée. J'espère vraiment qu'avec c'est un peu ce que vous venez d'exposer ici, on soit amené à penser par avance les problèmes. Parce que le pouvoir, comme vous l'avez bien souligné, une fois qu'on le possède, on a toujours tendance à vouloir le garder, bien sûr. Et la ruse qui vise à cet effet, évidemment, elle l'emporte sur la sagesse, sur l'idée d'avoir des hommes capables de dire « Non, je suis élu, mais je n'en veux pas. Quelqu'un d'autre vient. » C'est ce que l'on voit un peu partout dans le monde. Arriver à donner la primauté à l'idée avant l'idole, au lieu que ce soit moi le zaïm, non, j'ai pas la compétence, vas-y toi. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, on est en retard de cela. Et même en tant que musulman, même par rapport à certains islamistes, quand j'écoute un peu les discours comme tout le monde, il y a tellement de choses qui se disent de nos jours, on voit que leur seule ambition, c'est d'arriver au pouvoir. Un simplisme, on croit qu'il va arriver, il va faire la prière collective en direct à la télévision, et tout va rentrer dans l'ordre. Or, l'être humain, moi je l'ai dit un jour à des amis qui disaient que dans l'islam, il y a la démocratie, il y a dans l'islam. Je lui dis, je ne doute pas que la démocratie existe dans l'islam, je doute qu'elle soit dans toi, pas en islam. Soyons d'abord, nous, démocrates, avant d'invoquer l'islam qui a tout, alhamdoulilah. Le problème, c'est qu'en nous, il n'y a pas ça. C'est un peu ce problème, et je me permets de rappeler que j'ai dit un jour, à l'occasion d'une petite rencontre rapide, à M. Abbassi Madani, à l'aéroport, on allait à Tébessa. Je lui ai dit à Cheikh, le prophète a dit, Qala Rasulullah, la nuwalliha il-amra min talaba. Nous ne donnons pas ce pouvoir à ceux qui le demandent, parce que les gens venaient voir le prophète en croyant, écoute, voilà, j'ai mon fils, beau gosse, machallah, nomme-le préfet de telle région. Le prophète a répondu, la nuwalliha. Je lui dis, voilà que toi, tu as créé un parti pour ça, et que tu as mobilisé des gens pour que tu arrives au pouvoir. Est-ce que tu serais capable de le mobiliser pour amener quelqu'un d'autre, pas pour que toi te multiplies? Ça, On va
essayer d'abréger parce qu'il y a pas mal qui sont s'arrimer. Je suis simplement surpris lorsque je regarde l'Europe. En fait, ils ont commencé par une union des pays producteurs du charbon, du fer et de l'acier. Nous, ensuite, ils ont réussi à faire une union européenne. Quant à nous, nous avons le même madhab, la même langue, les mêmes ethnies, à travers tout le Maghreb, et le même colonisateur, plutôt que le dictateur. Nous avons les mêmes langues et les mêmes dialectes. Nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord. 1960, congrès à Tanger. On parle de l'Union maghrébine. Mohamed El-Khamis parlait de cet oiseau avec deux ailes, l'Algérie constituant le corps, et les deux ailes, c'est la Tunisie et le Maroc. Pierre d'achoppement, c'est quoi? C'est Garage Bill. On nous invente Garage Bill. Or, moi j'ai travaillé sur ce dossier. Garage Bill devait être au contraire le catalyseur et le meilleur moyen de développer toute la sidérurgie, toute l'industrie mécanique. On devait exporter, non pas remonter sur la Macta, mais aller directement sur Villa Cisneros, au Maroc, dans 400 km plutôt que de faire 2000 km de chose. Et on devait donc développer Casablanca, le Nador, et ensuite l'industrie autour de Mostaganem, l'industrie des voitures. Aujourd'hui, l'Algérie importe des voitures. C'est effectivement. Ensuite, avant que la France ne sorte, on nous parlait d'un bassin, d'une mer où le Sahara devait devenir une mer intérieure pour tous les pays riverains pour exploiter le gaz et le pétrole. Or, aujourd'hui, nous avons ces deux atouts que sont Garage Billet, le gisement le meilleur gisement à ciel ouvert, donc qui peut permettre l'industrialisation. Nous avons le gaz et nous ne les mettons pas comme ressources communes. Au contraire, nous fermons les frontières avant que les frontières n'existaient pas avant la colonisation. Voilà, c'est tout. Je pense que toutes les solutions passent par un seul critère, mettons les ressources ensemble et ouvrons les frontières. Tout le reste viendra. Moi j'aurais deux questions en fait. La première c'est par rapport à cette présentation en Monet. Elle a été faite dans quel but? Ce genre de rassemblements sont faits dans quel but? Est-ce que c'est dans un but de conscientisation ou bien c'est une invitation à travailler, à se bouger ou autre? Ça c'était pour la première question. La deuxième c'est c'est une question pour tout le monde cette fois. Est-ce que vous pensez que si des dizaines de milliers d'Algériens, d'intellectuels qui se trouvent dans les quatre coins du monde aujourd'hui, devaient rentrer en Algérie demain, pensez-vous que s'ils montaient leur projet dans leur domaine respectif, est-ce que ça pourrait faire un contre-pouvoir au pouvoir politique actuel? D'accord, donc Oui. oui. On prend d'autres questions. Ouais. Donc la première question, pourquoi ce meeting? C'est de la propagande politique. Propagande comprise selon les termes de quelqu'un comme Chomsky et pas comme de la politique algérienne. Hein. Donc c'est vraiment parler politique entre Algériens sur des sujets qui nous concernent et que malheureusement je pense que il faudrait plutôt se poser la question dans le sens inverse. Comment se fait-il que nous, Algériens, nous soyons surpris de l'opportunité de se rencontrer pour discuter de choses qui nous concernent dans nos vies, dans notre bien-être, dans notre futur. Donc c'est un petit peu sortir de ce marasme, de cette situation où on est complètement tétanisé, tout le monde,
enfin, autour d'un thé, en tête-à-tête, on va passer des heures à dire « T'as vu tel général, il a pris, l'autre il a blablabla ». Et après, dès qu'il s'agit de faire une analyse sereine, de discuter entre nous, de poser les problèmes sans tabou, sans problème, et de voir ce qu'on pourrait faire en tant que citoyen, ça risque de poser problème. Moi, je pense qu'il faut dépasser ces considérations et d'encourager tous les Algériens. Moi, je serais content de voir toutes les semaines, tant qu'on est à Paris, un syndicat, un parti, quel qu'il soit, de quelque tendance qu'il soit, organiser de tels débats pour que les gens parlent. Vous savez que l'un des syndromes, l'un des méfaits de cette décennie, c'est que les Algériens ne savent plus parler, ne peuvent plus parler, ne veulent plus parler. Enfin, tu lui dis, tu veux rencontrer l'autre pour le voir ouais, alors ça dépend. Ah non, celui-là c'est un islamiste, non, jamais je lui parle. Ah l'autre ça c'est un DRS, tu le sais, tu le connais pas. Et on s'est laissé entraîner dans des carcans, en fait, qui nous réconfortent peut-être personnellement parce que c'est une façon de faire de la harga dont j'ai parlé. C'est un moyen de se dérober, de se désister, de ne pas avoir à parler. Et c'est en fait ce que cherche tout pouvoir hégémonique dictatorial, c'est-à-dire qu'en fait il y a la chaîne unique, il y a le Fakhamatohu qui a fait ça, et puis c'est tout, l'info du jour. Voilà. Alors je pense que bien sûr, nous en tout cas au niveau du mouvement Al-Achad, on essaie de le faire, on le fera à chaque fois que l'occasion se présentera. On n'est ni les seuls ni détenteurs d'une quelconque vérité, on est des Algériens comme tout le reste, sans plus ni moins, enfin, tout simplement. Et on serait vraiment heureux que de telles rencontres aient lieu le plus possible pour pouvoir effectivement discuter. Par contre, là, j'ai tellement parlé que j'ai oublié ta deuxième question. L'organisation des élites. Je vais peut-être aussi répondre par la même occasion à mon frère du début, quand il disait comment développer l'économie, excusez-moi, je vais être un peu frontal. Moi, je pense qu'encore une fois, c'est mettre la charrue devant les bœufs. Ce n'est pas possible. Le problème au Maghreb, c'est aussi un petit peu ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est qu'il faut la culture. Moi, je parle dans des échelles de temps de 1 à 5, 10 ans. Alors, voilà. Et là, l'urgence, c'est effectivement, je pourrais passer philosopher pendant 50 ans sur est-ce que l'islam din dawla ou pas, alors que le problème pour moi, c'est pas du tout ça. C'est comment être sûr, avec des méthodes vérifiables, que le juge qui est censé appliquer et dire la loi, le fait en toute équité et en toute indépendance selon une loi votée par le peuple. Que vous me disiez l'islam din dawla oui ou pas, et que ça ne m'avancera à rien. Parce que de toute façon, qu'il soit laïque, islamique ou ce que vous voulez, il va être un tyran. C'est tout. Donc, alors moi je pense que la solution, ce n'est pas que les élites rentrent. Les élites ne rentreront pas. Parce que les gens, ces humains, rechercheront leur bien-être personnel. Alors un chercheur à Paris ou à Amsterdam ou je ne sais où, il ne va pas se poser la question deux fois entre CNRS et Bouzerrea. Bon, le choix est vite fait. Un pétrolier de haut niveau qui est chez Qatar Petroleum ou je ne sais pas, où c'est El Paso, il ne va pas penser par 3 fois est-ce que je vais à Hassim Messoud ou pas. Il faut être réaliste. Les gens ne vont. Il y a une sélection naturelle qui va se faire. Le point essentiel, par contre, que l'on voit, moi j'ai vu énormément de Tunisiens qui rentrent chez eux maintenant. Parce que le point essentiel, c'est quoi? C'est se sentir libre et digne chez soi. C'est-à-dire que quand je vais en Algérie, j'éprouve cette envie de le faire, cette quiétude, cette farha, être heureux de rejoindre. Alors que nous sommes tous, est-ce qu'il va me laisser entrer? Est-ce que je déclare mes devises? Est-ce qu'il va m'enlever mon passeport? L'autre, il m'a vu à une réunion de rachat, ils vont m'emmener en prison. C'est ça notre... Mais oui, je dis les choses comme ça. Alors que là, vous pensez que c'est un environnement qui va développer l'économie, la créativité, l'excellence? Jamais. On ne peut pas faire ceci dans un tel environnement. Donc moi, c'est pour ça que notre choix, du moment à l'achat, c'est vraiment dire les choses. C'est un pouvoir à changer et qui doit mener à quoi? Ça, c'est très important, parce que ce n'est pas une fin en soi. Il ne faut pas aussi être simpliste avec des slogans, Yisrot al-Nidam, non. Yisrot al-Nidam, ça sera le gros morceau viendra après. Mais c'est une nécessité, c'est une étape qui malheureusement, on doit passer par elle. Il y a 5 minutes, comme ça. J'ai une toute petite question. Je ne sais pas si
C'est en fait une petite question, je ne sais pas si elle va être suffisante dite comme ça. En fait, je me demande si chez Rachel, même chez les gens qui sont là, est-ce qu'on a fait une sorte d'état des lieux de la situation du terrain politique et social en Algérie. En fait, moi, je me demande, je pense un peu comme certains, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Qui sont les acteurs qui sont en train de bouger ou d'arriver, ou qui sont ceux qui sont en train de partir, sur qui on peut compter concernant cette démarche-là qui dit qu'il faut aller vers un changement tel que vous l'avez décrit tout à l'heure. Je me demande si vous avez fait un état des lieux. Moi, je me suis toujours posé la question sur qui on peut compter, qui sont ces Algériens, ça part du syndicat à l'étudiant à d'autres organisations, sur qui on peut compter sur le terrain pour aller sur ce chemin vers le changement. Voilà, On va prendre une deuxième question. Peut-être un commentaire. Salam alaikum. Donc j'ai deux questions en fait. La première elle sera sur les formes de protestation que vous avez mentionnées. Donc est-ce que les formes de protestation en Algérie que vous considérez comme un état embryonnaire d'un changement radical ne sont pas juste des blasons que finalement le régime lui-même utilise pour montrer patte blanche et dire que tout va bien en Algérie, il y a une liberté suffisamment acquise. C'est-à-dire jusqu'à quel point on peut avoir confiance et croire dans les nouvelles formes de mobilisation en Algérie et les prendre pour base sérieuse d'un éventuel travail de changement. Jusqu'à quel point? Donc on peut avoir confiance dans ces formes de mobilisation que vous prenez pour base. Donc ça c'est ma première question. Pour la deuxième, donc vous pensez que le tort dans l'émancipation et la libération des Algériens vient du pouvoir. En fait, j'aimerais bien mettre ça en contraste avec les développements de Malik Benabi, qui trouve que le tort finalement vient du peuple, de la base. Et je pose la question, est-ce que vous pensez que le peuple algérien est suffisamment mature pour faire un changement qui soit radical ou soft? Voilà. Salam alaikum, bonjour. C'est votre question moi, qui m'intéresse beaucoup. Et moi, je pose une question. Là, on a vu un peu un constat. Moi, ce qui m'intrigue, et je ne suis pas le seul parce que je suis avec beaucoup de gens, le monsieur pose la question concernant l'étincelle, l'hirondelle qui vient de là-bas. Moi, je pose la question à ceux qui vivent ici, à l'extérieur, où il y a des salles comme ça, ils sont chauffés, on peut prendre un café, on peut se réunir, on peut décider d'une stratégie, d'un programme, et on ne fait rien. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas envie, malheureusement, c'est l'habitude que nous avons, on attend déjà comment ça se passe là-bas, et ici, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Bon, j'aurais aimé, franchement, que Rachad me dise à peu près ce qui se passe entre, bon, si vous le voulez ou pas, ou si c'est pas mûr, si vous ne pouvez pas le dire maintenant, si c'est pas, vous jugez que ce n'est pas mûr, donc vous pouvez le garder. L'approche de Rachad avec le FCN, le Front du Changement National qui existe, je ne parle pas de l'officiel. Et deux, j'insiste encore une fois, moi les élites, excusez-moi, donc on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et cette réunion qui est comme ça là aujourd'hui, moi j'aurais aimé la voir par exemple là où il y a les nôtres, là où il y a nos compatriotes, là où on peut mobiliser. Et le message principal que ces organisations, et je le mets entre guillemets, qui sont censées entre guillemets ou prétendent nous représenter, j'ai envie d'aller les voir, essayer de voir comment ils vivent leurs frères ici, de les réveiller, de faire passer un message d'espoir pour leur dire que c'est possible, les mobiliser. Tant qu'on n'est pas mobilisé, tant que la base roupille, ce n'est pas la peine des élites, vous n'allez pas plus loin. Hein. Donc bon, on reste avec Facebook, Internet, etc. Mais c'est du virtuel. C'est une étape, mais si on ne peut pas passer à l'étape supérieure qui est, à mon avis, le terrain est central, c'est pas la peine. Donc j'en ai vu plusieurs des réunions comme ça. Les élites, les anciens, les tutus, mais bon, on ne fait rien.
Voilà, moi je finis s'il vous plaît. Je ne prends pas toujours, si quelqu'un aurait parlé de ça, moi je ne parle pas. Je n'ai pas envie de parler, mais j'ai envie de savoir que fait-on de la diaspora algérienne qui existe ici en France. Ils sont à Paris, ils sont à Saint-Denis, allez les chercher. Vous voulez une révolution, on ne peut pas rester comme ça avec une révolution. Donc ma question, elle est à Rachad, allez aux pseudo-organisations qui existent ou qui pensent exister, encore une fois, sur le dos des Algériens. Réveillons-nous ou bien se taire à jamais. Ok, merci. Là, ouais. Je peux reprendre juste parce que dites-nous ça déjà, je commence à oublier les questions parce que j'ai pas tout noté. Alors, donc j'ai juste oublié ta première question. Non, c'était pour la crédibilité accordée aux formes de mobilisation actuelles. Là, ok, contestation actuelle. D'accord, alors j'essaie de répondre rapidement dans l'ordre pour laisser un choix. Pour l'état des lieux internes, c'est sûr qu'il y a des choses qui se font, qui se sont faites. Ce n'est jamais exhaustif, ce n'est jamais suffisant parce que il y a des choses qui changent et qui évoluent dans le temps. En tout cas, moi je peux parler au niveau du mouvement Rachad. On commence à organiser des réunions de ce genre-là en Algérie pour discuter avec des gens, pour essayer de s'organiser. Le dire franchement, profitant un petit peu du repli du régime qui fait plus attention pour réprimer les gens maintenant. Mais ce travail reste à faire. Il reste à faire et puis il est en tout cas nécessaire, surtout en Algérie, parce que malheureusement, l'une encore des conséquences du pouvoir qu'on a eu, c'est que on n'a pas eu la chance d'avoir une société civile active. Et quand je parle de société civile, ça peut être des choses toutes simples. Par exemple, le frère parlait à juste raison d'activer. Activer, ça ne s'improvise pas. Ne peut improviser que celui qui a tout préparé. C'est ça la devise des gens qui sont responsables. On n'improvise que quand on a tout préparé, et là on y va et on peut improviser. Alors, faire ces démarches dont vous parlez, faire des tracts, ça nécessite une structure organisée. Le mot organisation reste tabou chez les Algériens. Il reste tabou. Par exemple, quand vous savez que même chez nous, au niveau de la Rachad, on a eu même des fois des réticences à inviter les gens à rejoindre le mouvement. Pourquoi? Parce que les gens sont toujours suspects. Donc là, vous voulez juste profiter de nous, etc. On n'a pas cette spontanéité dans l'adhésion à des organisations, chose qui est tout à fait naturelle et normale dans toutes les sociétés du monde. Chez nous, c'est toujours suspect, et quand on rentre dans une organisation, est-ce que le voisin d'à côté n'est pas de ce clan ou du DRS ou n'est pas... Enfin, on invoque toujours des raisons un petit peu farfelues, et ça rend très difficile le travail d'une structure organisée, parce que je pense qu'il y a une règle d'or, c'est que ne peut agir que celui qui est organisé. Et je vous dirais aussi une chose, c'est que le DRS que l'on critique à ce jour en Algérie, pourquoi est-ce qu'il a la main mise sur le pays? La raison est toute simple. C'est la seule force organisée en Algérie, c'est la seule. Il n'y a pas d'autre. Nous n'avons pas de parti politique au sens propre du terme. Nous n'avons pas de syndicat encore à ce jour avec ses capacités de mobilisation. Nous ne savons pas faire des choses anodines du travail politique. Organiser une manifestation, ce n'est pas parce que sinon on va faire de la casse, on va se faire tirer dessus et pire, on ne saura même pas pourquoi on est descendu. Donc, ou bien on est descendu pour une chose tout à fait subalterne par rapport au problème central. Donc il y a vraiment un gros effort à faire au niveau que je ne trahirai pas un secret de Rachad. Pour nous, l'étape prochaine, c'est former nos militants et organiser notre structure. Et je le dis en toute transparence, parce que changer un régime, ce n'est pas en faisant de beaux discours, c'est que quand on veut aller vers une démarche, on sait comment le faire. Quand on veut faire un tract, on doit l'écrire dans une langue respectable, avec des buts clairs pour tout le monde, et savoir l'imprimer, le distribuer, convaincre les gens, chose que ne font pas les Algériens de nos jours. Et donc ça explique aussi ce que vous dites, cette léthargie, parce qu'on n'est simplement pas entraîné. Alors si je pose la question dans cette salle, qui d'entre nous est allé à une séance de formation comment gérer une association? Dans les 5 dernières années, il n'y aura pas grand monde. Ce n'est pas une façon de vous dénigrer, enfin moi-même je suis inclus dans le lot. Donc, mais
On se pose ces questions essentielles quand on est dans une structure organisée, et c'est franchement ce que veut faire Rachid. Il y avait la question de ces manifestations, peuple, etc. Je pense qu'on doit... l'un des messages, sur lesquels j'insiste, c'est autant reconnaître ce rôle du DRS, autant tout faire pour l'oublier. Quand on agit, il ne faut pas avoir cette bleuite, ce qu'on nous a fait pendant la révolution algérienne, cette maladie de voir de l'infiltration et de la manipulation partout. Si on travaille d'une façon organisée, dans la transparence, avec des structures démocratiques, je n'aurai aucun problème qu'il y ait à côté de moi dans cette salle un agent du DRS confirmé. Parce que ce que je fais, c'est transparent, c'est débattu démocratiquement, c'est avec une vision, et que si lui, il veut m'imposer quelque chose, ben je lui dirai, attends, tu veux faire ça, pourquoi? Dans quel but? Mais par contre, si je suis dans une structure qui est un petit peu à la lumière du régime que je critique, eh bien c'est sûr que n'importe quelle petite chose m'emmènera. Alors c'est pour ça que moi je pense qu'il y a beaucoup de manifestations qui sont réelles, spontanées, sur lesquelles le régime actuel bute. Il y en a eu plusieurs. Moi j'en ai suivi quelques-unes qui étaient vraiment des exemples d'actions non violentes. Il y a à peu près une année, par exemple à Felrouat, il y a eu une mobilisation pendant 2 jours où on a vu vraiment une ville se mobiliser pour une cause, ce qui est très bien, quelle que soit la cause. Ça peut être aider une personne, une injustice, mais vraiment mettre en place la machine organisationnelle, que les gens sachent avoir des demandes. Écoutez, franchement, nous Algériens, on je crois toujours un peu plus fahmin ala al-Khorin. Moi, en voyant la révolution yéménite, j'ai été surpris. Je donnerai vraiment le cas extrême. La femme voilée avec le niqab, la yéménite, moi personnellement, je la voyais comme une femme skina, mahgoura, elle fait rien. J'ai entendu certaines d'elles parler politiquement pendant ces marches. Je suis incapable de soutenir ces discours-là. Ils ont une société civile, ils ont des revendications, ils ont une prestance, ils ont une présence, ils ont une résilience pendant 11 mois. Ce n'est pas évident chez nous, Algériens. On est toujours prompt à démarrer au quart de tour pour le mauvais. Donc je pense que ces choses-là, on doit les encourager. Alors, ça m'amène au front du changement national. Encore un autre problème de l'opposition, c'est-à-dire, dans tout, tu es mon adversaire. Alors que, prenons l'exemple d'un autre pays, l'Afrique du Sud. Je vous invite, c'est pas à bien relire des livres comme ceux des mémoires de Mandela ou quelque chose comme ça, et revoir le cheminement de la révolution contre l'apartheid dans ces dernières années, les 2 ou 3 dernières années. Ils ont eu plus de 800 organisations de la société civile. 800. On en compte combien, à Jazair? Toutes tendances confondues. 5, 10, 20. Et toutes ces organisations ont travaillé. Elles se sont même chamaillées entre elles, parce que l'action politique, ce n'est pas de l'angélisme. Je peux ne pas être d'accord avec un tel et un autre, et ça ne joue pas, je fais la tête pendant 3 mois. Mais à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que quand les choses vraiment ont atteint un certain degré de maturité, les 800 organisations, ce sont elles qui ont constitué l'UDF, Union of Democratic Forces, donc qui a vraiment mis à bas l'apartheid en travaillant sur une plateforme commune. Alors qu'il y ait aujourd'hui il faut encourager toutes ces organisations. Et ne pas dire que si tu ne viens pas avec moi dans mon petit groupe ou mon petite organisation, je suis contre toi. Non. Il faut encourager les gens, garder ce contact, ces actions communes, surtout dans les 3 pôles qu'on peut identifier: syndical, droits de l'homme et opposition politique au sens classique du terme. Donc ce sont 3 axes très importants. Et s'entraider et faire en sorte qu'il y ait... Moi, je serais content de voir 10 organisations chaque jour en Algérie. Que les gens apprennent à travailler ensemble et nécessairement, ils iront travailler ensemble dans le futur. Il y avait quelqu'un avec toi avant toi. La question de la maturité qui a la maturité, moi, avec tout mes respects pour M. Boulabi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur ça. Moi, je pense que l'époque du 21e siècle, l'État moderne est une machine qui écrase les peuples. Si l'État n'est pas construit d'une façon correcte, ces gros mots, le peuple, c'est qui le peuple déjà? C'est des notions abstraites. L'État, on sait ce que c'est, comment il fonctionne.
Alors moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Hein. Début des années 80, tout jeune étudiant, content, je vais aux États-Unis, on discutait avec certains amis. Ouais, les États-Unis, c'est la décadence parce que voilà, ils ont des problèmes. En arrivant dans ce pays, j'ai compris qu'ils en avaient pour un bon siècle. Et que nous, on en avait pour 2 autres siècles pour arriver à certains points qu'ils ont réglés il y a longtemps. Donc l'État fort qui peut gérer la sortie de 20 000 hauts fonctionnaires et l'entrée de 20 000 autres en une journée et que l'on ne sent même pas ce qui s'est passé, c'est quand même des structures qu'on ne va pas dire qu'il y a le peuple. Mais c'est qui le peuple? Donc moi je pense que construire un État fort, moderne, mais sur des bases solides, c'est la priorité maintenant. Parce que sinon, si on se met à lancer des mots un petit peu angéliques, c'est le peuple qui va... Oui, le peuple, il fait une révolution. Mais après, on fait quoi maintenant avec cet État? Il faut le construire. Bonjour. Merci pour votre présentation sur le mouvement Rachel organisé. Moi, j'ai une seule question à vous poser sur la crédibilité de l'opposition algérienne en société civile, qui est censée jouer un rôle important dans le renversement du pouvoir algérien et le changement. Et ma deuxième question, c'est pourquoi la Tunisie n'a pas, c'est-à-dire la Tunisie, comme l'a signalé le monsieur tout à l'heure, sur le Maghreb, c'est l'aide droite du Maghreb, n'a pas entraîné un effet des conséquences pour faire un changement radical aux versions soft en Algérie. Et comme vous l'avez signalé, c'est que sur l'ouverture des frontières, peut entraîner des effets notamment pour le changement, soit au Maroc, soit en Algérie. Pourquoi ce ne sera pas, c'est-à-dire le changement viendra de la Tunisie et de la Libye, on a des frontières avec eux et ils sont parmi du Maghreb. Et merci. Je pense que le changement dans tout pays doit être interne. Hein. Le changement en Algérie doit être fait par des Algériens, conçu par des Algériens et pour des Algériens. L'effet d'entraînement, il est là. Hein, les Algériens, on le vivait tous pendant ces révolutions arabes. Moi, en tant qu'Algérien, c'est peut-être la première fois où je me suis senti quelque chose de commun avec un Égyptien ou un Tunisien. Je vous le dis honnêtement, mon cœur vibrait dans ces manifestations. Par contre, avant, le monde arabe, c'était... J'en rigolais, enfin, je vois la réunion de la Ligue arabe où la Moubarak en train d'embrasser Fahd et Bouteflika, c'était pour moi. Par contre, en voyant ces peuples-là, je me suis senti parmi eux, c'était moi, je ressentais ça. Donc l'effet, il est certain sur l'inconscient des peuples, mais par contre, la formulation du projet, l'action sur le terrain, ce n'est pas les gens de Zentan qui vont le faire à Dra al-Mizan. Ce sont les gens de Dra al-Mizan qui devront le faire par eux-mêmes. Voilà. Sur la crédibilité de l'opposition algérienne, moi, je pense qu'il faut donner du temps aux gens. Autant il faut être exigeant vers la classe politique, demander à ce qu'elle élève son niveau, à ce qu'elle soit une élite responsable, compétente, etc. Mais je crois qu'il ne faut pas aussi, la transpercer de critiques virulentes qui la feront démobiliser. La société algérienne est dans une mauvaise phase. La famille algérienne est dans une mauvaise phase. Il suffit de prendre le journal pour voir combien de faits divers de frères s'entretuent pour des questions d'héritage. La société vit une période difficile et la classe politique n'est en fait que le reflet de cette société. Il y a des efforts qui se font. Moi, je pense qu'il faut toujours être positif. Un mouvement a pour vocation pour redonner l'espoir. C'est ça le but d'un mouvement politique. Il n'est pas là pour critiquer, seulement pour critiquer, ou pour critiquer les opposants, quels qu'ils soient. Moi, je pense que toute cette classe, avec toutes tendances confondues, je voudrais bien qu'on arrive à un stade où on enlève même ces barrières, qu'elles soient linguistiques, régionales, idéologiques et tout, parce que l'enjeu est énorme. Si on veut être à la mesure de ce défi, c'est qu'il faut vraiment donner un espoir aux Algériens et dire, écoutez, prenons conscience que nous sommes dans de sales draps, on n'est pas dans une bonne situation, mais enfin, retroussons nos manches, chacun à sa façon, mais travaillons, c'est tout.